Salut à tous et bienvenue, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une émission un petit peu spéciale. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'ai eu une migraine. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est sans doute à force d'entendre des propos qui sont encore une fois disproportionnés à l'encontre, de monsieur Éric Zemmour. Et donc, j'avais envie de faire une dernière mise au point. Et j'espère ne pas avoir à revenir dessus, mais enfin bon, comme je vous l'expliquais, c'est avant tout une radio d'opinion. Et donc il est normal de donner son opinion là-dessus. Alors, pourquoi ma réaction? Plusieurs choses. Je trouve que les propos, encore une fois, sont déformés, disproportionnés par rapport à ce qu'il dit. Donc quelques mises au point s'imposaient là-dessus. Notamment au GG, par exemple, sur RMC. On le traitait de facho, et on l'accusait dans un premier temps d'avoir utilisé le terme dans un journal italien qui s'appelle la Corriere della Sera, le courrier du soir, en traduction française, d'avoir utilisé le terme déportation. Et d'ailleurs, il y en avait un qui faisait un amalgame, puisqu'il expliquait que le déplacement migratoire avait quelque chose à voir avec la déportation. Or, la déportation, ça avait clairement un but d'extermination au bout du chemin. Donc certains feraient mieux de revoir un petit peu leur livre d'histoire. Je ne donnerai pas de nom. D'habitude, j'aime bien lier des preuves vidéo et audio, surtout, à mes propos. Là, je pense que c'est pas la peine. Il est critiqué partout, dans tous les médias. Il n'y a pas que RMC, il n'y a pas que les radios qui le font. Il est de bon temps, aujourd'hui, quand on n'est pas d'accord avec M. Zemmour, d'exagérer des propos. Et le problème, c'est qu'on tombe dans l'excès inverse. Alors, je précise tout de suite que je n'ai pas de religion, que je ne suis pas d'accord avec la vision de l'islam de M. Éric Zemmour, que je suis parfois assez triste, à titre personnel, de voir un monsieur d'une grande qualité comme M. Tariq Ramadan et M. Éric Zemmour se prendre un peu le bec sur un sujet essentiel, enfin essentiel, quoique s'il restait privé, ça serait pas aussi essentiel que ça. À Genève, l'islam, ou en Suisse en règle générale, mis à part cette petite histoire des minarets qui encore une fois a été montée de toutes pièces, ça s'est fait sans douleur, ça se passe très très bien en tout cas chez nous. Et je trouve encore une fois qu'on lui fait un mauvais procès, et M. Zemmour part du principe, bien que je ne sois pas du tout d'accord avec lui sur l'islam, qu'il s'adresse avant tout à ses lecteurs, ce que je peux comprendre, et qu'il n'a pas forcément envie de rentrer dans un rapport de force avec des polémiques ou ce que j'appelle les guignols médiatiques, c'est-à-dire des gens qui brassent du vent pour faire mousser l'opinion, alors qu'en fait ils obtiennent l'effet contraire, chose qu'ils n'ont toujours pas compris. Contre le Front National, ils utilisent exactement la même méthode. Je rappellerai l'anecdote de Marine Le Pen qui expliquait que dans certains cas, quand il s'agissait de sauver 200 ou 300 civils, certaines ou certains pays pouvaient utiliser la torture. Dans les 5 minutes qui suivaient, ça n'a pas manqué. On citait Marine Le Pen en disant « Elle a fait l'apologie de la torture, elle est pour la torture, elle trouve ça normal. » Bon. Et puis, je trouve que, de manière générale, si vous voulez, il y a un climat de délitement et de manque de recul par rapport à certains événements. Je ne suis pas là pour parler de la dissidence, ce qu'on appelle la dissidence Internet. Je ne veux pas parler d'Alain Soral. À titre personnel, il m'a beaucoup déçu, même si j'étais toujours assez méfiant concernant le personnage. On peut reconnaître les contradictions de quelqu'un sans omettre le fait qu'il soit intelligent. L'intelligence ne va pas forcément avec le raisonnement, paradoxalement. Je ne prétends pas avoir un raisonnement infaillible, mais enfin bon, là, il y a quand même des contradictions qui sont assez incroyables. Mais j'ai pas l'habitude de taper sur une ambulance. Monsieur Zemmour, pour en revenir au sujet d'aujourd'hui, va sûrement s'en remettre sans mon intervention. Mais il est bon, encore une fois, de dire ce que l'on pense. Alors, c'est pareil, j'imagine, là on a demandé par exemple sa démission, il y a un politique,
J'ai vu ça sur Politique Matin. C'est une chaîne parlementaire. Et il haranguait le journaliste en lui expliquant que bon, il n'est pas pour la censure. Vous allez voir comme le discours est hypocrite. C'était Bruno Leroux qui répondait à Patrick Chêne sur ce qu'ils appellent l'affaire Zemmour. Alors je me méfie toujours de ce terme l'affaire, parce que dès qu'on dit ce qu'on pense aujourd'hui, on est enfermé dans le médiatique, et ça devient une affaire. Alors on lui dit l'affaire Zemmour. Alors, oui, alors la liberté d'expression. Alors, le politique explique que je ne suis pas contre la liberté d'expression, mais je vous renvoie à votre responsabilité. Est-ce qu'il est normal de laisser parler telle ou telle personne sur tel ou tel propos? Moi, quand on rajoute le terme déportation, d'ailleurs c'est Mélenchon qui n'a pas tellement supporté le duel au premier sang versé qui a eu lieu lors de leur confrontation radiophonique il y a quelques jours en arrière, qui a exhumé un vieux en plus, c'est un vieil interview d'il y a quelques mois. Voilà. Mais les médias apparemment, ou le sens médiatique était trop heureux de tomber sur l'homme, car évidemment Zemmour ressemble à Gargamel, et que Gargamel c'est encore trop gentil, parce que parfois il peut avoir un bon fond. On n'a pas encore réussi à capturer tous les schtroumpfs, on n'a pas encore pleuré comme il fallait, il ne s'est pas repenti, il ne s'est pas complètement couché. Et c'est en ce sens-là que M. Soral, pour qui j'essaye d'avoir encore du respect, c'est assez difficile, dans le sens où moi je ne suis pas un soralien proprement dit, je ne suis pas idolâtre de quelqu'un, j'essaye de garder une raison critique, et pas seulement sur Soral, sur Tariq Ramadan, moi j'aime bien Éric Nolot, j'aime beaucoup Jean d'Ormesson par exemple. Bon. Alors, M. Soral a dit pareil, même chose, que M. Zemmour appelait à la guerre civile. Alors, moi j'ai vu, encore une fois, quasiment toutes les interventions de M. Zemmour à l'occasion de son livre. Il n'appelle pas à la guerre civile, en fait. Que ce soit Léa Salamé ou un autre journaliste de plusieurs plateaux télé, on lui pose la question, est-ce que d'après vous, il y a un risque de guerre civile, en gros, dans le contexte actuel? Bon. Lui souhaite pas la guerre civile. Il dit, dans le contexte actuel, il y a un risque de guerre civile, et d'après moi, il va y avoir, conditionnel, une guerre civile. C'est suspensif. C'est mis à condition, si le climat continue. Pour lui, d'après lui, le climat va continuer comme ça. Moi, je pense qu'il se trompe en désignant des Français de confession musulmane qui sont intégrés. Moi, je suis, d'un point de vue laïcité, sur le même plan, si vous voulez, que M. Tariq Ramadan, qui estime que la laïcité, ça n'est pas l'effacement ni la disparition de l'autre. Mais je trouve dommage qu'une intelligence comme celle de M. Zemmour arrive à une conclusion qui est en gros la désignation du bouc émissaire. Voilà. Moi, je respecte tous les Français, sans être humaniste à outrance et ne pas voir les réalités des choses. Il y a des crispations, ça n'est pas pour moi une conclusion recevable. Enfin, pas seulement humainement. On ne peut pas expliquer le délitement français uniquement par l'invasion islamique et le recul des territoires, puisqu'il cite souvent Christophe Guilluy, qui par ailleurs est un historien et un démographe, enfin pas un historien, mais enfin un démographe assez talentueux. Il faut reconnaître que son analyse se lie assez pertinemment. Bon. C'est un peu son gourou en la matière, Christophe Guilluy. Juste ou raison, d'ailleurs je ne sais pas, moi je ne veux pas me prononcer là-dessus, je n'ai pas d'idée très arrêtée. Voilà, donc si vous voulez, il y a tout ça à remettre dans le contexte, et je ne parlerai pas ici des sombres affaires, et voilà, et pour, si j'ai un petit message à passer, il se reconnaîtra sûrement, et j'ai un ami, je ne donnerai pas son nom, qui a voulu se faire encarter, par exemple, dans le nouveau parti politique d'Alain Soral, qui en fait n'est pas un parti politique, c'est simplement
une projection qui consiste à dire, eh bien, si vous êtes d'accord avec mon idée, plutôt que la représenter et aller jusqu'au bout, eh bien, vous vous présentez vous-même. Mais vous vous présentez vous-même sous mon idéologie, ce qui est une façon de se couvrir. Voilà. Et comme ça, il ne prendra pas les coups, on le prendra à sa place. D'ailleurs, il y a une vidéo qui circule sur Internet où il explique très bien que le jour où il montera un parti politique, eh bien, ça sera dans le but de faire de l'argent d'abord, parce que c'est vrai que la politique, ça c'est un fait, a besoin d'argent pour exister. Que Égalité-Réconciliation, sans aide du Front National, en fait, on comprend que c'est une association qui avait pour but de changer, on va dire, pas seulement l'image du FN, donc du Front National, mais aussi l'idéologie sur certains points précis, c'est-à-dire amener des patriotes, comme ils les appellent, musulmans, à adhérer au Front National en essayant d'enlever ce côté un peu sulfureux, j'aime pas trop ce terme, mais raciste du Front. Et au départ, ça a plutôt assez bien marché. Puis il y a eu une scission, on va dire, et de plus en plus d'ailleurs. Et à mon avis, si vous voulez, c'est un avis personnel, hein, je suis prêt à assumer. Je pense que égalité, réconciliation, le seul qui s'est autodétruit dans l'affaire, c'est monsieur Alain Soral, puisqu'il est parti, comme d'habitude, il est un peu irruptant. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a un brio intellectuel absolument... c'est pas contestable l'intelligence d'Alain Soral. Je pense que son analyse, elle est... Voilà, mais Alain Soral, parfois, il a des lapsus révélateurs dans ce qu'il dit. Quand il parle de « on a mandaté Zemmour » et puis il se reprend, il dit Zemmour a dit, et puis non, on a mandaté Zemmour, etc. C'est-à-dire à un moment donné, Zemmour devient le patriote français au départ, qui ne montre pas sa religion ou son origine, donc dans ce sens-là c'est un bon français, et puis quand ça lui plaît moins, ça devient le juif qui remplace Bernard-Henri Lévy, même si je déteste ces mots, et qui devient voilà, le nouveau parangon médiatique. C'est pas, voilà. Il y a une pointe de jalousie, il y a une pointe de jalousie d'Alain Soral là-dessus par exemple, bon. Et pour en revenir à cet ami était tout excité, puisque évidemment, il y a eu un petit concours qui a été lancé pour la création du logo, d'ailleurs, qui est toujours en cours. Hein. Alors moi j'ai vu, c'est pas mal. C'est assez joli comme logo. Réconciliation nationale, en plus c'est pas mal le nom. Et il était prêt à adhérer à la chose. Sauf qu'évidemment, entre-temps, il y a eu cette polémique, cette vérité qui est sortie sur Internet. Alors, je vous passe les discours des Soraliens pur sucre qui ont d'abord demandé est-ce que cette photo est vraie. Il y en a même un qui m'a écrit en disant mais faudrait faire la même photo, entre guillemets de ses toilettes, hein, voir si c'est vraiment ses chiottes à lui. D'une façon argotique, on va dire. On va pas aller jusque-là. Alors ensuite, on s'est rendu compte que la photo était vraie. Pour la petite histoire, il est quand même nu en sortir de la douche. Il l'a reconnu lui-même. Hein. Bon, c'est pas très intelligent quand on veut représenter le leader charismatique. Il y a une petite contradiction. Suivi de propos, évidemment. Alors il explique qu'il peut s'entendre. On a tous eu des disputes amoureuses. On a tous eu des moments, des termes, on va dire, qui ont dépassé un petit peu notre pensée. Là, je trouve qu'il a été un peu loin. Hein. Quand on parle de pute à juive, quand on dit les noirs, classe, ils sortent avec des blanches. Bon, je passe encore là-dessus. Ensuite, il a tronqué donc les propos de Monsieur Zemmour. Ensuite, tout le monde s'est tapé dessus. J'ai écouté, alors je vais encore avoir du courrier, j'ai écouté la vidéo du libre penseur, vous savez ces séries Soraloscopie par exemple. J'ai trouvé ça d'un côté assez intéressant, mais d'un autre côté un peu démago aussi. Voilà. C'est-à-dire qu'on tombe dans l'excès inverse, parce que monsieur le libre penseur, je ne donnerai pas son nom, je pense que ceux qui font partie de la dissidence le connaissent.
Soral a exhumé à juste titre une vidéo. Il était venu le voir à Marseille avec monsieur Dieudonné. Et le libre penseur le remerciait d'être venu, etc. Et puis d'un seul coup, il est facile de taper sur quelqu'un qui s'autodétruit lui-même. Voilà. Et c'est dommage, puisque... Alors il y en aura toujours qui vont suivre le mouvement. Moi, j'ai jamais adhéré au mouvement. Je l'ai toujours un peu défendu, même s'il n'avait pas besoin de moi. C'est pourquoi je suis un peu triste de parler de ça sur cette chaîne qui n'a pas cette vocation-là, surtout en ce moment. Mais sur Zemmour, je trouve qu'on en fait beaucoup. Voilà. Je vous le redis, moi je ne suis pas musulman. Mon frère allait, même si c'est pas le sujet. Je m'intéresse aux religions, je ne suis pas d'accord avec lui sur l'islam. Mais Zemmour, il ne va pas changer la vie quotidienne de millions de Français. Il peut avoir une analyse intelligente, on peut lire du Zemmour sans adhérer à ses thèses, et les gens ne sont pas idiots. Voilà. Mais il faut arrêter, quand on allume la radio, d'avoir des propos excessifs, de parler de déportation. Et monsieur Ramadan, si j'ai la chance que vous m'écoutiez 2 ou 3 minutes dans votre temps qui est surchargé, avec tout le respect que j'ai pour vous, il y a une émission que je regarde de temps en temps qui s'appelle Zemmour et Nolo, auquel vous avez participé quelques fois, que j'aime bien regarder, une émission que je vous encourage à découvrir si vous ne connaissez pas, sur Paris Première, le vendredi soir. Et j'étais d'accord avec vous à 85% du débat, si j'ose dire, contre M. Zemmour. Et puis à la fin, il vous a eu. Et très souvent, dans les débats, ce qu'on retient, c'est souvent la dernière touche, au duel à l'épée. Vous lui avez dit, à propos des minarets, vous faites partie des gens d'extrême droite, cachez ce minaret que je ne veux pas voir. Alors moi, je ne suis pas d'extrême droite, monsieur Ramadan par exemple, et moi je suis contre les minarets, pour des raisons symboliques, de paysage, de culture. Je sais que les minarets, modestement, ne sont pas obligatoires en islam. Mon frère n'était pas forcément pour non plus, et puis il est musulman, vous voyez. Et puis j'aurais respecté parfaitement votre position. Et vous l'avez qualifié d'extrême droite, pas de nazi, heureusement, vous êtes quand même un homme assez cultivé pour ne pas exagérer des propos qui n'ont pas à l'être. Et à ce moment-là, Zemmour en a profité pour vous dire, mais moi je ne vous accuse pas d'être un enturbané qui pose des bombes partout. Donc vos étiquettes, vous les gardez pour vous. Et là-dessus, il a marqué un point. Puisque Zemmour, c'est quelqu'un qui aime la confrontation, il aime la polémique. Parfois, il pousse même le trait jusqu'à provoquer la polémique. Et vous êtes rentré dans le même principe à ce moment-là. Voilà. Et c'est peut-être la seule fois où il vous a pris, en défaut, le terme est un peu gros, un peu exagéré, mais c'est peut-être à mon avis la seule fois où il vous a un petit peu piqué, légèrement piqué. Mais cela dit, encore une fois, j'ai un profond respect pour votre personne et tout ce que vous faites. Pas pour moi seulement, moi je ne suis pas musulman, mais je me sens concerné par votre combat, ou du moins votre partage et votre sens des idées, dans le sens où nous sommes effectivement tous frères en humanité, voilà. Et je trouve que les guerres stériles, moi c'est ça qui me fait de la peine, vous voyez, quand je vois des intelligences comme ça qui se confrontent, alors on dit que c'est sain, mais parfois c'est des coups d'épée dans l'eau, voilà. Et les médias se régalent avec ça. J'ai écouté Sifawi l'autre jour, c'est votre grand ami. J'ai eu beaucoup de mal à terminer son raisonnement. C'est quelqu'un que j'ai énormément de mal à suivre. Il y en a qui disent que c'est une langue de serpent. Moi, je ne donnerai pas de surnom à monsieur Sifawi. Je laisse la responsabilité des gens. Si vous voulez voir le travail de monsieur Sifawi, par exemple, puisqu'ici c'est une radio libre et qu'on peut tout dire, je vous conseille le pseudo, ça c'est un jugement de valeur, mais enfin je le donne, le pseudo-reportage sur Tariq Ramadan qui s'intitulait à l'époque « Qui est vraiment Tariq Ramadan ?»
qui a été diffusé sur France 2, Envoyé spécial, qui, et ça pour moi c'est l'honneur du journalisme suisse, de l'école de journalisme suisse, a été interdit, ou déprogrammé plus exactement, déprogrammé, parce que on a jugé que le documentaire en fait était trop à charge pour le projeter en état. Et effectivement, si vous regardez le documentaire donc d'Envoyé spécial, qui est donc Tariq Ramadan, vous verrez que c'est un documentaire très très largement à charge, sans aucune contrebalance objective. D'ailleurs, l'intéressé ne peut même pas s'exprimer, ou plus exactement, M. Sifawi ne voulait pas le laisser s'exprimer, et puis ensuite, il l'a relancé plusieurs fois, et M. Ramadan, connaissant, ça c'est un jugement personnel de M. Ramadan, je ne connais pas assez M. Sifawi pour porter un jugement là-dessus, connaissant soi-disant les méthodes, on va dire peu orthodoxes, quand on voit le documentaire, c'est vrai qu'on est en droit de se poser quelques questions, moi j'ai pas de certitude absolue, a refusé de rentrer en matière avec M. Sifawi. C'est clair que si on travaille comme France 2, notamment sur l'émission à Ruquier, on se rend compte qu'effectivement il y a eu plusieurs coupes. On peut retrouver des passages non censurés, il y a quelques invités dès qu'on parle par exemple d'Israël. Voilà, mais moi je ne suis pas pour qu'on importe des conflits extra-français ou extra-européens, même s'il ne faut pas s'enfermer dans sa tour d'ivoire. Voilà. C'est clair maintenant qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, mais il faut savoir raison garder. Moi, quand j'entends parler de déportation, quand j'entends un intervenant, je crois, des grandes gueules ou d'autres qui disent que M. Zemmour est un facho, il faut quand même faire attention. Maintenant, il y a des lois. Moi, je conseillerais à M. Zemmour d'attaquer en justice. Maintenant. Je sais bien qu'il ne veut pas perdre son temps, qu'il a d'autres choses à faire, qu'il a une conception intellectuelle assez haute, malgré tout. Moi, je ne serai jamais, je pense, en accord avec M. Zemmour sur l'islam. Je ne serai jamais totalement en accord avec ce qu'il nous propose de rétro-pédalage, on va dire, etc. Je ne serai pas complètement en accord non plus sur sa vision de la laïcité. Mais je comprends un peu quand il parle d'assimilation. Je comprends un petit peu. Alors, je sais bien, ça paraît paradoxal, mais je comprends un petit peu. Moi, je pense qu'au lieu d'exalter les différences, on doit les accepter, mais sans s'enfermer dans ces différences. Vous voyez ? Je pense que l'enfermement dans la différence, c'est pas bon. Je pense effectivement, comme Tariq Ramadan, que le vrai choix, le vrai féminisme, c'est de laisser à une femme le choix de ce qu'elle veut être. Voilà. Très très bon débat face à Caroline Fourest, qui démontre toute l'intelligence. Voilà, je ne veux pas, je suis pas là pour faire une émission pro-Ramadan, mais c'est quelqu'un que j'estime personnellement beaucoup. J'ai eu la chance de le voir une fois, je ne me souviens pas évidemment. Mais c'est quelqu'un qui, moi, me nourrit intellectuellement comme M. Zemmour. Et on peut écouter quelqu'un, encore une fois, sans être en accord total avec lui. Voilà. Mais je suis anti-excès. Et malheureusement, il est très facile de tomber dans le cliché et dans les affaires médiatiques. Dès qu'on dit le mot affaire, voilà, tout de suite, il faut s'en méfier. Voilà. Alors, évidemment, je m'attends à recevoir du courrier, je sais qu'il va y avoir du pour et du contre. Je vais me mettre à dos tous ceux qui sont anti-Zemmour, tous ceux qui sont pro-Soral. Je redis encore une fois que Soral a une intelligence tout de même incontestable, mais que, au vu des faits, et je ne parle que des faits, il s'est quand même mis une balle dans le pied tout seul. Voilà. Et moi, j'ai vu des gens remettre en question la photo, est-ce qu'elle est vraiment vraie, puis une fois qu'elle est vraiment vraie, etc. Et pour en revenir à mon ami, il lui a écrit pas un grand pavé, mais enfin, il lui a dit, voilà, en substance, hein, je m'excuse d'avoir douté de vous, vous êtes l'espoir, quelque part, c'est ça que ça voulait dire, voilà, votre parti politique. On espère simplement être débarrassé. D'ailleurs, je lui dis souvent, et il dit ça en rigolant, parce qu'à l'époque, en 2012, petite parenthèse, il avait voté François Hollande.
Et je lui disais, souvent en rigolant, Hollande, c'est le seul président qui a réussi, entre guillemets, à transformer un type d'extrême gauche en gars de droite, d'extrême droite, ou à l'idéologie inverse. J'aime pas trop le mot extrême droite, mais voilà. Mais pas national-socialiste, ou alors national-socialiste au sens national-socialiste, pas au sens de Hitler. Donc voilà. Et c'est marrant parce que tous ceux qui montrent maintenant, là-dessus Zemmour a raison, tous ceux qui montrent les racistes, qui scrutent le moindre dérapage, ils appellent ça comme ça, moi j'aime pas trop ce terme, sur les noirs, etc. Ça permet, entre guillemets, ça monte les communautés les unes contre les autres, et ceux qui ont organisé ce système, eh bien c'est SOS Racisme, c'est le CRAN, etc. Et je trouve c'est dommage, vraiment, que au pays des droits de l'homme, comme la France aime le dire, au pays de la liberté d'expression, en réalité la liberté d'expression est très très vite censurée. Monsieur Ramadan se plaint à juste titre du fait qu'il est c'est le seul pays au monde, pratiquement, mis à part l'Arabie Saoudite où il est interdit, puisqu'il est cohérent avec ses idées. C'est le seul pays où les seules universités ne lui ouvrent pas les portes. Il ne s'est jamais exprimé dans une université française, ou du moins on essaye de l'empêcher de s'exprimer alors qu'il fait partie des 10 personnalités les plus influentes d'un point de vue intellectuel. Il est étudié dans 80 universités américaines, il a également des fondations au Japon, il est une voix qui porte. J'aurais pu vous mettre des extraits où même Alain Soral le reconnaît. Il reconnaît que Ramadan, par exemple, est plus légitime pour parler de l'islam que Gilles Kepel. Voilà. Ou que l'imam Chalgoumi. L'imam Chalgoumi, bon, sûrement un garçon très respectable et très humain, mais il ne parle pas tellement le français. Il a un peu de mal à s'exprimer. C'est un peu embêtant quand on veut montrer une grandeur ou du moins une belle représentation de quelque chose. Voilà. Alors on a tous nos défauts, je ne suis pas parfait non plus, j'ai sûrement faux, parfois, j'ai parfois des relais un peu contradictoires. Moi je n'ai pas de certitude absolue. Voilà. Mais si vous voulez, le fait de toucher un peu à tout, ou du moins d'avoir un pied dans chaque conception, chaque intelligence, ça me permet d'avoir du recul. Et cet ami, pour en revenir à lui, j'essaye un peu de l'extirper de la facilité de tomber dans le piège. Voilà, je pense qu'il est en train de se faire piéger, pas par le combat, puisque ces gens y croient, au renouvellement patriotique, on pourrait y croire tous, à la grandeur de la France, à l'effacement des, entre guillemets, pas des différences niveau culturel ou religieuse, mais à l'effacement du mal vivre ensemble, etc. Je trouve que c'est un projet intéressant. Le problème, c'est que c'est contradictoire avec la vision de M. Soral, qui explique très bien que, eh bien, quand on monte un parti politique, il faut avoir, les moyens, qu'aux élections, ils vont faire sûrement 1% ou moins de 1%, et que donc c'est ruiner la vie de tous ces gens parce que vous avez là des lobbies ou des puissances médiatiques qui appuient là où ça fait mal. Il donne le cas d'une de ses cousines, je crois, qui a été menacée, qui a fait un cancer, qui a très très mal fini. D'ailleurs, il explique, enfin c'est pas sa cousine, mais c'est une amie ou je ne sais plus, et il n'a plus de nouvelles d'elle, etc. Donc il explique très bien que lorsqu'il montera un parti politique, d'abord il ne se présentera pas, puisque encore une fois la mégalomanie s'exprime, là, c'est pas une insulte, c'est un fait objectif, il est mégalomane, c'est-à-dire, il dit moi je suis trop intelligent, moi j'ai trop de bouteilles, j'écris des livres, donc la politique c'est pas pour moi, mais je peux envoyer les autres si je suis vraiment salaud. Je peux envoyer les autres se faire entre guillemets zigouiller à ma place, voilà. Et je trouve ça dommage. Voilà, maintenant je comprends que le contexte a changé.
Bon, à mon avis, il a reçu quelques pics du Front National qui ont fait que ça a un petit peu précipité sa décision. Et puis, il y a une réaction d'orgueil. Hein, moi, j'appellerais ça comme ça. Et quant à Monsieur Dieudonné Mbala Mbala, j'apprécie l'homme. Voilà. Je ne le connais pas personnellement, j'ai pas encore eu cette chance. Mais j'apprécie humainement ce qu'il est, ce qu'il représente. Dieudo, si je puisse juste me permettre quelque chose, voilà. Quand ton gosse de 6 ans, moi qui ai une enfant de 7 ans, te demande si le Père Noël existe ou pas, ne lui réponds pas les chambres à gaz et les chambres à gaz, voilà. On comprend, ça peut faire sourire, on comprend le parallèle, hein, ce que tu veux dire par là. Je pense que c'est pas la peine de faire une surenchère là-dessus. Voilà. Oublie ça, parce que tu vas tomber dans un excès. Et voilà. Et pourtant, voilà, je vous dis ça parce que j'ai vu tous ces spectacles, évidemment. Moi, c'est quelqu'un qui humainement me plaît. Donc, je ne vais pas critiquer Dieudo ici. Je trouve que simplement ça, bon, voilà, moi je l'aurais pas fait. Il le fait, c'est son droit, mais je trouve ça idiot et puis ça n'apporte rien. D'ailleurs, son gosse avait l'air de pas tellement comprendre, et puis Dieudo s'est un petit peu rendu compte de la connerie. Alors, dans une de ses dernières vidéos, il dit qu'il va en remettre une couche, et ça va être un peu plus fort le samedi d'après. Sérieux, moi je t'adore, quoi, fais-le pas, fais-le pas, fais-le pas, c'est rentrer dans un jeu, c'est pas le vent de la réconciliation, voilà. Et en ce qui concerne le CRIF, pour en terminer là-dessus, le CRIF ne représente pas les juifs. Hein. Le CRIF représente 1% de la communauté juive en France. Il y a plein de juifs qui demandent la dissolution du CRIF ou de la LICRA. Donc voilà. Bon, maintenant, moi, je veux pas. Je suis pas anti-juif du tout. Moi, vous savez, le problème, c'est que quand je discute avec quelqu'un, je ne demande pas de quelle confession ou de quelle religion il est. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Et sincèrement, enfin, je ne vais pas faire un discours de gauche idéaliste, mais moi, je vous aime tous. Voilà. Et vous pourrez m'insulter autant que vous voudrez. Je comprendrai les raisons de l'insulte. J'essaierai de comprendre. Maintenant, on va sûrement pas passer nos vacances ensemble si c'est comme ça. Maintenant, c'est aussi un média où on peut s'exprimer longuement. Voilà. Et il faut dire les choses. Ça va plus. En ce moment, ça va plus. Voilà, il y a un très très bon animateur, je crois qu'il s'appelle Tepa, hein, c'est ça, celui qui fait Meta TV. Je trouve qu'il a des interventions, ou du moins une radio, ou une chaîne qui fonctionne bien, une organisation qui prend de l'ampleur, à juste raison. Moi je pense que la neutralité n'est pas forcément mauvaise en soi, la neutralité elle se défend. C'est un peu la psychologie suisse. Et voilà, ce qui crée aussi ces tensions, il y a aussi beaucoup de chômage. C'est vrai que la gauche aussi a des responsabilités dans l'affaire, si vous voulez, dans l'état de la France aujourd'hui. Je ferai un parallèle avec la société japonaise. Il y a une perte de souveraineté. Je ne parle pas d'effacer les différences. Voilà, la polémique, par exemple, dans la crèche, dans la mairie en question, ou à Béziers, il y avait une polémique là-dessus en France. Alors, est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est cultuel? Est-ce que c'est rentré dans une culture de fait, ou est-ce que c'est un symbole religieux? Mais c'est les deux. C'est un symbole religieux, et c'est rentré dans une culture. Maintenant, moi, si ma fille, elle ne le sait pas, et j'entendais quelqu'un, un intervenant encore, je crois, encore un GG, décidément, qui expliquait que les gens n'avaient pas assez de culture, qu'il fallait expliquer que beaucoup de gens ne savaient pas ce que c'était que la crèche. C'était pas sur RMC, pardon, c'était sur LCP. Bon, moi je pense que ma fille de 7 ans sait ce que c'est, enfin, le bébé qui représente, qui est présent dans la crèche, quoi, voilà. Je pense que c'est ça. Maintenant, est-ce qu'il faut effacer? Voilà, je pense que... Mais il ne faut pas opposer les religions les unes aux autres. C'est là où on commence à avoir des crispations. Moi, je comprends. Mon frère, ici, est totalement détendu. Il est suisse. Et c'est tout ce qu'on demande. On demande le respect des lois et des égalités pour tous la même chose.
Pour moi, c'est ça la laïcité. C'est au même niveau, égalité, séparation. Voilà, sphère privée, sphère publique, d'accord. Mais on n'est pas pour l'effacement des différences. Moi, je ne dis pas, par exemple, alors, j'ai utilisé une image un peu excessive, mais on n'est pas encore dans Star Wars avec les vêtements à la Dark Vador quand on se balade dans la ville de Genève. Voilà, il y a peut-être 2 ou 3 burkas. Ouais, je dis pas que moi ça m'enchante, mais je tolère ça. Ça fait un peu bizarre au départ, ok, mais je tolère ça. Maintenant, la prochaine étape, c'est peut-être d'aller voir l'autre. Mais bon, apparemment, c'est une façon d'être Il y a plusieurs signes là-dedans. C'est pas seulement une soumission. Hein, alors, voilà, il faut laisser à chaque être humain le choix de ce qu'on veut être. Voilà. Bon, maintenant, on a le droit de trouver dans le mode vestimentaire une quête de sens. Moi, je ne sais pas. Je suis pas là pour porter un jugement. Moi, ça me fait pas plaisir quand je vois ça dans la rue. Je préférerais entre guillemets, qu'on ait les mêmes, pas les mêmes vêtements, mais qu'on puisse au moins avoir ses cheveux et puis qu'elle profite de la douceur du vent, on va dire ça comme ça. Mais je comprends, je peux comprendre certaines choses, effectivement. Maintenant, c'est pas, on me saute pas dessus, on m'agresse pas. Parfois, je perçois un regard gentil, malgré le fait qu'on couvre le visage. Je suis pas là pour faire l'apologie. Moi, je ne ferai pas. Je ne suis pas, je suis pas hostile à fond. Je suis pas très très emballé par la chose, mais je le tolère. Voilà. Il y a aussi un principe de respect, et le principe de respect, c'est le principe de tolérance et de vivre ensemble. Moi, j'ai vu une intervention de Monsieur Tariq Ramadan à l'université de Genève, où il y avait des femmes pas voilées, enfin avec oui un voile sur la tête. Ça, c'est une recommandation de l'islam. C'est pas obligatoire, mais c'est une recommandation. Bon. Et il y avait des gens qui s'habillaient autrement, et plus des étudiants de différentes races, de différents types, qui s'habillaient, voilà, soit décontractés, soit rock, soit plus classiques, enfin voilà, si on peut appeler ça classique. Chacun est libre de s'exprimer, bon voilà. Si on veut une société de l'invisible, c'est ça le problème. Il faut une société où on arrive à apaiser les tensions entre les communautés, si vous voulez mon avis. La tension communautaire, c'est ça le problème. Et la tension communautaire, elle vient d'où? Elle vient du chômage. Qu'on soit pour ou contre le mariage pour tous, moi je suis plutôt contre. Dès que vous dites que vous êtes contre, vous êtes un type forcément estampillé, soit à droite, soit on vous dit pourquoi tu es contre le mariage pour tous, et souvent on n'écoute pas votre réponse, ou on vous dit mais vous n'êtes pas pour le progrès, comme si le progrès c'était toujours mieux. Alors à l'inverse, le retour en arrière constant n'est pas possible, mais même Zemmour le sait, même dans son livre il le sait. Voilà, moi je suis pour la souveraineté nationale. Moi, quand on me dit cite-moi le nom d'un grand président français, je citerai le général de Gaulle. Voilà. Ou je citerai Mitterrand. Mitterrand, quand il a refusé, par exemple, de se soumettre à la repentance constante. C'est-à-dire que la France, si elle était en état de pouvoir se repentir, ça serait bien de lui donner les armes pour ça. Mais il faudrait s'occuper de la question du chômage, il faudrait s'occuper de la question de la discrimination, il faudrait s'occuper de la question des banlieues. Mais vraiment s'occuper de ça. Il y a des Français qui souffrent. Et le problème, c'est qu'on a l'impression que l'autre qui n'a rien, eh bien, dès qu'il a quelques avantages, il peut avoir tout, alors que nous, on est au chômage, on est dans le trou, etc. Ça n'explique pas tout. Je ne prétends pas avoir la réponse à tout. Mais dès qu'on veut mettre un journaliste libre, il y en a très peu,
des journalistes libres comme Monsieur Zemmour dans des cases en disant vous avez les thèses du Front National, donc dites-le, etc. Sur LCI, j'ai vu une interview d'une journaliste qui n'avait absolument pas travaillé son sujet, qui a reçu Monsieur Zemmour donc pour son livre Toujours le suicide français, qui expliquait que oui, mais en fait, elle avait envie de faire un parallèle avec Monsieur Zemmour et le Front National. Alors, vous avez des thèses avec Jean-Marie Le Pen, etc. Alors, il lui parle de Jean-Marie Le Pen. Monsieur Zemmour lui dit 2 fois, je parle 2 fois de Jean-Marie Le Pen, hein, c'est 2002, et puis je ne sais plus à quelle période. Ça prend 2 pages. Donc, la journaliste revient à la charge 3 fois. Monsieur Zemmour commence à s'énerver. C'est bon, il dit écoutez, si vous continuez, moi je m'en vais. Alors après, elle a un peu varié, mais elle a dit mais moi je ne vais pas vous poser des questions en rapport avec le livre, grosso modo, ou je ne vais pas vous poser les mêmes questions, je vous pose des questions annexes, puisque ça fait 2 mois que vous faites la promotion du livre. C'est ridicule. Quand vous recevez un invité pour parler d'un livre, vous parlez d'un livre. Alors, par exemple, M. Ramadan et Zemmour sont idéologiquement, on va dire, opposés, mais il y a une chose qui est vraie, c'est que quand M. Ramadan a été reçu à l'époque où Zemmour et Nolo officiaient encore sur France 2, ils ont parlé du livre. Ils ont parlé de son livre. Ils n'ont pas parlé des frères musulmans, des connexions possibles, du double discours, qui est très facile. Hein. Des attaques comme ça, il en a eu, ça lui fait plus rien maintenant. Il a bien raison, d'ailleurs il l'a prouvé à de nombreuses reprises. Bon, moi je vois, malheureusement j'ai pas la chance de parler l'arabe, qui est une très jolie langue, d'un point de vue phonétique, c'est très très beau. Il faudrait que je demande à mon frère d'ailleurs de m'initier un peu plus. Je connais quelques mots, mais pas au point de pouvoir suivre une conférence de Monsieur Ramadan en arabe, mais j'ai la chance de lire un petit peu l'anglais, on va dire. Et puis je constate que ces discours, que ce soit à l'étranger, en Occident, en France, n'ont pas varié d'un iota. Enfin, je veux dire, il a toujours été sur la même ligne. Donc, moi, j'aime bien prendre mes renseignements par moi-même. Monsieur Ramadan a une légitimité et est un brillant intellectuel. Voilà le sens de mon admiration. Voilà. Moi, j'aime l'intelligence chez les hommes et j'aime pas l'excès. Donc, Monsieur Zemmour, il faut arrêter. C'est pas un facho. Je pense pas qu'un type comme Éric Nolot serait avec un facho déclaré. Et ils vont finir par avoir la peau de Monsieur Zemmour. Parce qu'on a envie, excusez-moi du peu, on a envie d'émissions aseptisées. On a envie on n'est pas couché. C'est ça qu'on a envie. Des types de même idéologie qui sont complètement déconnectés de la réalité. C'est facile de prêcher la bonté, je veux payer plus d'impôts quand on gagne 50 fois le salaire d'un ouvrier français normal. C'est facile de dire qu'on est de gauche. Mais c'est la démagogie. Vous savez, j'ai suivi, pour en terminer sur le sujet, j'ai suivi une intervention d'un ancien cadre de Égalité-Réconciliation. Égalité-Réconciliation, c'est... donc le fondateur est Alain Soral, et il parlait de la scission, puisqu'à un moment donné, il s'est séparé de lui, et bon, ça a continué. Après, Alain Soral a fait son petit bout de chemin, et je ne vais pas reparler d'Alain Soral là-dessus, c'est pas le sujet, mais je vais vous expliquer pourquoi je parle de cet homme. Il expliquait qu'il avait fait quelques conneries comme tous les jeunes, ou comme les jeunes adultes, et qu'il avait fait de la prison pour ça. Bon, il était alcoolique pendant assez longtemps, et puis il avait touché à de la substance, à quelques drogues. Et qu'il avait fait quelques mois de prison. Et qu'au départ, ses parents, pour lui, étaient de gauche. Donc il a grandi, avant d'adhérer au Front National, dans une idéologie de gauche. Quand il est rentré en prison, pour lui, les gardiens, c'était les tortionnaires, c'était ceux qui tapaient sur les pauvres gens. Et il s'est rendu compte qu'en rentrant dans la prison, en fait, les gardiens, c'était les garants de sa sécurité, puisque les gros avaient tendance à taper sur le petit. Et puis, il expliquait ensuite qu'il y a eu ce qu'on appelle la loi Badinter. Il a voulu supprimer les parloirs. Alors les parloirs, c'est quand vous rentrez en prison, moi je ne suis pas, j'ai un casier judiciaire vierge, je le précise tout de suite.
Mais les parloirs, c'est une espèce de grande vitre où vous pouvez converser avec votre proche. Mais bon, il y a une vitre de séparation, vous ne pouvez pas vous toucher physiquement. Pour ceux qui ne savent pas. Et donc, Badinter a voulu interdire ceci, puisque, eh bien, il y a besoin d'un contact humain, il y a besoin de faire la bise à ses parents, etc., etc. Sauf qu'à partir du moment où ça a été interdit, la drogue est rentrée plus facilement en prison. Ce qui est logique. Donc, une mesure qui paraît de gauche, comme ça, j'aime pas trop ce terme, mais enfin une mesure humaniste, qui paraît saine, en fait, dessert, entre guillemets, la cause de la personne, puisque la drogue rentre dans son système, elle ne peut pas se couper, elle ne peut pas réfléchir, se poser, avoir une réflexion sur lui-même, retrouver une espèce de quête de sens civique, et puis s'instruire, pourquoi pas lire, etc. Elle se retrouve replongée dans les démons qu'elle avait quittés quelque temps avant. Donc c'est pas la gauche d'un côté, c'est le bien, et la droite, c'est Satan. Hein. La vie, monsieur Ramadan, c'est pas blanc ou noir. La vie, c'est gris. La vie, c'est complexe. Et je sais que vous le pensez. Alors, j'admire vraiment votre retenue. J'ai suivi une de vos interventions. Je sais que vous avez sorti dernièrement un dernier ouvrage sur les musulmans et l'islam. Et vous avez fait une intervention absolument remarquable face à un journaliste c'était Radio Sud, je crois, et un journaliste du Figaro, Yvan Rioufol, comment il s'appelle. Et voilà, on sent, il s'est énervé, et plus vous vous énervez, plus vous perdez de la force de conviction. Voilà, il faut essayer de garder son calme. Il faut essayer. Mais certes, je ne suis pas en accord avec M. Zemmour sur l'islam. Il y a des points qui sont contestables, mais c'est quelqu'un qui a un cerveau, c'est quelqu'un qui n'est pas facho, et c'est quelqu'un que j'estime. Voilà, c'est peut-être contradictoire, mais moi je le trouve sympathique, je le trouve humainement intéressant. Je trouve que c'est quelqu'un de bien. Je sens qu'humainement c'est quelqu'un qui... Voilà, moi il me nourrit aussi intellectuellement. On peut écouter encore une fois quelqu'un sans être en accord avec ses propos, etc. Et en ce qui concerne mon ami, eh bien je continuerai ce travail de critique et de regard critique sur ce qui paraît une grande idée ou une belle idée en ce qui concerne l'égalité-réconciliation, mais qui a été en fait un organe, je dirais pas de propagande parce que le mot est un peu fort, mais qui est un organe qui épouse les thèses du Front National, qui n'est pas du tout ma tasse de thé, mais surtout ce que je n'aime pas, c'est la trahison ou le double discours, alors pour le coup avéré, de certaines personnes en ce qui concerne cette organisation. J'ai fait remarquer à mon ami par exemple qu'il y avait eu une affaire, bon on va en parler puisqu'on est lancé là-dessus, et il y a eu une histoire, on va dire un flirt virtuel entre une Française, enfin une Africaine d'origine, je ne sais pas comment dire, enfin voilà, et monsieur Alain Soral qui disons qu'elle a pas mal tourné parce qu'elle l'a un petit peu aguiché. Bon, Soral a répondu, je pense qu'il y a sûrement des photos d'elle qui étaient un peu plus osées que simplement avoir un maillot, parce qu'elle a fait la modèle entre guillemets. Et puis finalement elle a dit ouais, non, elle s'est refusée à lui, et c'est là où c'est parti en vrille. Alors ils ont fait à mon avis des échanges de photos réciproques. Là-dessus, je veux bien le croire. Mais les propos qui se rattachent à la photo, déjà la photo, c'est pas très malin. Il le sait qu'il est surveillé par les renseignements généraux. Il le sait. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il tape sur Zemmour? Parce qu'il est anti-islam. C'est pas comme ça qu'on fait évoluer les mentalités. On peut pas dire Zemmour est un patriote français qui, entre guillemets, pas dissimule, mais met de côté ses juivitudes pour s'exprimer en tant que Français. Et en ce sens-là, on est copains.
Et puis dire d'un autre côté, c'est quelqu'un qui appelle à la guerre civile. Il n'a jamais dit qu'il appelait à la guerre civile. Soral se trompe de combat en tapant sur tout le monde de cette façon-là. Il ferait mieux de balayer, excusez-moi de le dire, devant sa porte. Comment on peut dire putain juive? Comment on peut dire ça? Pour ceux qui ont un peu de bouteille historique, je rappellerai que la putain juive, ça a aussi des connotations, on va dire, à une certaine période de la guerre où il y avait des affiches avec des mères juives qui têtaient des porcs, par exemple, où il y avait marqué putain juive. Bon, je ne sais pas s'il pensait à ça en disant cela. Mais si vraiment moi je suis très énervé, comme je ne suis pas parfait, il peut m'arriver, enfin je ne le dis plus depuis des années, mais il peut m'arriver de dire sale pute. Ou à la limite dans son idéologie on dirait putationniste. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Mais il dit quoi? Quand il explique oui, mais le jour où je monterai un parti politique, c'est que je serai un salaud. Il fait quoi aujourd'hui? Pourquoi il mouille pas la chemise? Est-ce que la photo elle est vraie ou elle est fausse? Est-ce que ce qu'il a écrit comme texto c'est vrai ou c'est faux? Après évidemment c'est des ennemis. Après évidemment ils envoient ça dans un contexte qui n'est pas favorable au moment où il balance son parti. Mais on va pas contester à l'ennemi entre guillemets le droit d'exhumer ses cartes. Voilà. Moi personne n'est mon ennemi. Moi j'ai du respect pour l'intelligence de Monsieur Soral. J'ai énormément de respect pour Monsieur Ramadan humainement et autres. D'ailleurs Soral est sûrement aussi quelqu'un d'intelligent et de respectable. J'ai du respect pour tous ces gens-là. Il faut arrêter de taper sur Monsieur Zemmour, franchement. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Il faut arrêter avec ça. Bon. Alors évidemment, vous l'avez compris, on va dire, c'est une émission, pas vraiment. C'est plutôt une prise de position. Parce que voilà, ça fait, vous vous en doutez, ça fait plusieurs semaines qu'on tombe sur des fiascos à répétition, sur des cartes qui s'écroulent d'elles-mêmes, et sur des gens médiatiques évidemment qui critiquent toujours ce qui est le plus visible et qui les dérange. En l'occurrence, ce qui est le plus visible actuellement médiatiquement, c'est Zemmour qui dérange tous ceux qui... Alors, ce qui est assez comique d'ailleurs... Pour terminer sur une note comique, c'est que les grandes gueules des RMC avaient lancé un concours pour savoir qui était la grande gueule de l'année pour décerner un prix. Et il y avait plusieurs personnalités, évidemment, dont le pape François, dont Jean-Jacques Goldman, par exemple, mais surtout le pape François, et Éric Zemmour. Et il y avait une quinzaine de personnalités, sauf erreur de ma part. Et... évidemment, le trois quarts des grandes gueules, pour pas dire un peu plus, ont voté le pape François. Parce que c'est dans l'air du... Voilà, il prêche des choses de bon sens, évidemment. Mais bon, c'est parfois irréaliste, c'est surréaliste quand on entend le pape François. C'est il faut aider, il faut... Oui, c'est très bien, mais c'est facile de le dire de là où on se trouve. Cela dit, je respecte le pape François, attention. Et quand ils se sont rendus compte que c'était Zemmour qui a eu apparemment la palme à un énorme pourcentage, je crois qu'il y a eu plus de 82% de votants pour M. Zemmour, ils étaient bien embêtés puisque le lundi d'après, ils l'ont reçu en invité. Donc tous ceux qui avaient une idéologie totalement contraire ou qui avaient envie de lui dire, entre guillemets, les quatre vérités, ou du moins ce qu'ils avaient sur leur cœur, ont dû se retenir. Et j'ai trouvé ça très très drôle. Enfin, c'est savoureux comme moment. Bon. Évidemment, comme par hasard, quelques jours après, Jean-Luc Mélenchon, par vexation, c'est pas très classe d'avoir rajouté le mot déportation, quand on compare, quand il y en a un qui n'a pas de culture historique et qui compare encore une fois la déportation à un mouvement migratoire. Je lui rappellerai que la déportation, le bout du chemin, c'était l'extermination. C'était la mort. Il faudrait quand même arrêter de confondre les mots, ça devient fatigant. Et au lieu de répondre à ces petites polémiques,
je pense que l'état de la France, il est un peu urgent de s'en occuper. Voilà, si j'ai un tout petit conseil à vous donner, moi je ne suis personne, mais écoutez au moins la voix, je ne sais pas si c'est la voix de la raison, hein, mais je pense que le secret de la France aujourd'hui à trouver, c'est le secret du pas seulement mieux vivre ensemble, c'est vivre tout court. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des gens qui crèvent, et qui crèvent de l'autre parce qu'ils n'ont pas de place tout simplement. Et on est en manque d'identité. Et quand on est en manque d'identité, on va chercher une identité contraire à la nôtre et ça nous fait peur. Voilà. Et grâce à Dieu, si j'ose dire, moi qui ne suis pas croyant, je, je trouve cette situation pathétique. Pathétique, voilà. Et plus vous vous attaquez à Marine Le Pen sur la torture, plus vous essayez de déformer des propos, plus les gens s'en rendent compte et plus vous obtiendrez l'effet inverse. Moi, je combats le Front National. Je suis anti-peine de mort, par exemple, mais c'est comme si moi, vous me demandez, est-ce que d'après vous, est-ce que la peine de mort, d'après vous, aurait une chance de se faire voter en France dans le contexte actuel? Eh bien, d'abord, pour faire un jeu de mots un peu graveleux, je dirais que la peine de mort, ça dépend pour qui on la prononce, mais je pense que Zemmour, certains types d'extrême gauche, s'ils pouvaient, voilà. Je cite Philippe Tesson qui a dit que il voulait l'exécution de Dieudonné, hein, il voulait son exécution sur un plan, que ça le réjouirait de voir Dieudonné exécuté sur un peloton. Bon, je pense que là, il y a un problème psychologique à avoir chez cet homme, Philippe Tesson. Je vois pas en quoi on peut souhaiter la mort de quelqu'un. Tu deviens pire que le barbare que tu montres. À tenter qu'il soit barbare. Là déjà, c'est une discrimination. Enfin, c'est une injure. Donc, il faut garder raison. Hein, comme on dit. Voilà, je verrai. Voilà. Et il y a des choses qu'on nous... Enfin, je ne veux pas être parano, mais il y a des choses qu'on nous cache quand même. Il y a de la censure, il y a des sujets qu'il vaut mieux éviter, il y a quand même des connexions de pouvoir entre les médias et... Voilà. Entre les médias et les lobbies, ça s'est avéré. Je veux dire, hein. Et quand la France va mal, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On parle des sujets sociétaux. Voilà, moi, j'ai halluciné. J'écoutais le débat de Carrément Brunet aujourd'hui. Alors, le débat d'aujourd'hui, c'était le sexisme des jouets pour enfants. C'est totalement aberrant. On va supprimer les notes à l'école parce que maintenant l'école, vous comprenez, en France, c'est tellement délitant, le niveau est tellement bas, j'ai envie de dire l'école française est tellement malade qu'on casse le thermomètre pour montrer que, vous voyez, il a l'air pas bien, mais il n'a pas de fièvre. Voilà. Bon, moi, je trouve que c'est une erreur de vouloir supprimer les notes à l'école. On va vous dire maintenant comment vous devez éduquer votre enfant. Dès que vous balancez une petite fessée, moi, grâce à Dieu, j'ai jamais touché ma fille. Un regard suffit. Donc voilà. Et puis, de mon temps, l'école, elle était là pour transmettre un savoir. On avait un respect. Quand le maître arrivait, on se levait. Enfin voilà. De mon temps, c'était ça, l'enseignement. Voilà. Et on avait une éducation parentale. Alors, je ne veux pas remettre en cause, évidemment, l'éducation parentale des autres, mais le gouvernement a autre chose à faire que de s'occuper de la séparation, des congés parentaux, l'égalité parfaite, 6 mois pour le père, 6 mois pour la mère, etc. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans la vie active, le père a un salaire malheureusement encore supérieur par rapport à sa compagne. Le père est plus souvent en activité que la mère, c'est un fait objectif. Et voilà, et s'il ne prend pas, d'après ce que j'ai compris, ces pseudo-congés parentaux, qui sont en fait un prétexte pour payer moins, ça c'est une hypocrisie. Donc on va vous inciter à vous éduquer d'une seule façon sans vous laisser une liberté. Donc tout ça, ça crée des crispations, il y a des augmentations, il y a des diminutions, les impôts
qui maltraitent les entreprises, j'ai envie de dire. Je parle des vraies entreprises. Quand j'entends les syndicalistes en France, mais j'ai parfois l'impression d'habiter sur Mars. Si j'avais un langage de jeune, je dirais j'hallucine. Ils nous parlent des entreprises et ils nous sortent immédiatement les 3 mêmes exemples du 440. On n'a pas le droit. Moi je connais, j'ai pratiqué, j'ai vu des chefs d'entreprise qui travaillaient 13 à 14 heures par jour, qui étaient seuls ou avec un apprenti dans leur boîte, et qui étaient roués d'impôts, sucrés d'impôts. Voilà. Et c'est des gens qui n'ont pas de couverture, qui n'ont pas d'assurance vieillesse, qui n'ont pas de 3e salaire, qui n'ont pas de congés payés, et qui travaillent 13 à 14 heures par jour. Allez dire à votre boulanger de quartier, tu es un gars au service du 440, alors que oui, mais pas toutes. Et c'est pas une question de toutes, c'est une question de pourcentage. 82% des entreprises, c'est ça, c'est 2 ou 3 salariés maximum. 82% en France. Alors il y a un problème avec l'argent en France, il y a un problème avec la réussite, et puis voilà, taper sur Zemmour, ça fait gagner du temps, ça permet, entre guillemets, c'est les jeux du cirque, et puis ils n'ont toujours pas compris qu'en tapant sur Zemmour, ça fait monter l'idéologie. Ça fait monter l'idéologie. Je ne mets pas Zemmour au Front National, Zemmour n'a jamais fait de politique, même si à mon avis il y pense un petit peu. Je pense qu'il aurait tort d'y rentrer, monsieur Zemmour, si vous m'écoutez, je pense que vous auriez tort, que vous perdriez de votre liberté, et à mon avis ce qui fait le sel de votre construction intellectuelle. Je pense que vous auriez tort. Voilà. De même, monsieur Ramadan, que je vous admire beaucoup, tout en étant, je dirais pas UDC, enfin si je devais choisir, même si je m'y connais pas tellement en politique suisse, si je devais choisir un parti politique, je prendrais plutôt l'UDC, monsieur Ramadan. Et pourtant, je vous admire. Donc peut-être que vous me conseilleriez un parti qui soit au milieu. Le PS ne m'intéresse pas. L'UDC peut-être, même si je les trouve un peu excessifs. C'est vrai que les affiches avec les moutons noirs, les boutons blancs, alors c'est de la communication. Hein. C'est de la communication. Mais voilà, bon. C'est une émission, je pense qu'on va intituler ça hors série, puisque c'est plus une prise de position, un point de vue que j'essaye objectif, et puis ça vous permet aussi de me connaître un peu mieux, on va dire, intellectuellement, dans ma construction. Moi je n'ai pas honte de dire que j'ai soutenu Tariq Ramadan assez rapidement, puisqu'il est de chez nous, il est suisse, à la base. Donc j'ai eu la chance, moi, de voir son ascension intellectuelle un peu avant nos amis français, que j'estime beaucoup. J'ai pas honte de dire que j'écoute avec grand plaisir monsieur Zemmour, et que parfois il me hérisse le poil, pour dire les choses gentiment, mais que je le trouve humain. Voilà, je pense qu'il faut savoir faire la part des choses et apaiser tout ça. Et quant à monsieur Soral, j'ai cru en son combat, j'ai cru en le bienfait, on va dire, de cette grande idée de réconciliation nationale. Le slogan était bien trouvé, mais malheureusement, le verre est dans le fruit, comme on dit, et ça devient pourri. Et le leader charismatique s'est effondré de lui-même. Hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en faire trop. Et voilà. Donc, et petit message à Jean d'Ormesson. La prochaine fois, je gagnerai. Parce que de temps en temps, on s'envoie des citations. Et j'ai également un profond respect pour M. Jean d'Ormesson, mais il y en a d'autres, on n'est pas là pour faire la liste. Là, on parlait de M. Zemmour, donc je parle des légères connexions. Voilà. D'ailleurs, Soral se discrédite aussi là-dessus, puisque Zemmour est un copain quand ça l'arrange. Zemmour est patriote quand ça l'arrange aussi. Voilà. Et j'embrasse également une fille qui a fait un travail assez remarquable sur des propos, elle se reconnaîtra sûrement, sur des propos et discours d'Alain Soral. Et j'ai trouvé sa vidéo très instructive, même si j'avais vu. Mais c'est vrai que mis bout à bout, c'est intéressant. Bon, alors,
Les groupies, comme on dit, ou les gens convaincus qui ont besoin d'un gourou n'y verront que de la manipulation et du changement de propos. Ceux qui sont un peu comme moi, qui ont du respect, mais qui essayent de garder un aspect critique et une raison, ils verront un travail assez remarquable. Voilà. Et quant à mon ami, eh bien, j'espère que cette petite analyse de la situation actuelle que je déplore, hein, je l'ai bien dit au départ, que je déplore, et j'embrasse tous mes frères en humanité, et un bisou particulier aux musulmans de France, si j'ose dire, sur la joue. Je sais que l'homosexualité, c'est pas tellement vu, mais ça c'est dans toutes les religions. Mais on respecte l'homosexualité. Moi, par exemple, je ne suis pas en accord avec ce qu'ils font, mais je respecte ce qu'ils sont. C'est pas que je tolère, c'est plus fort. Je respecte ce qu'ils sont. Voilà. J'ai beaucoup d'amis homosexuels, enfin beaucoup. J'en ai quelques-uns. Voilà. Donc, on peut avoir... L'homme n'a pas une pensée binaire. Arrivé à mon âge, si vous voulez, à 36 ans, à 35, on n'est pas binaire, on se construit intellectuellement. On se fait parfois influencer, mais influencer, c'est pas forcément un sens négatif. On peut avoir des nuances. Voilà. Alors écoutez, on va arrêter là cette prise de position et ce point de vue. Et puis alors, on fera une émission, la prochaine, sur la société japonaise, et on la fera en live. Et il y aura, petite nouveauté pour cette intervention, plusieurs intervenants. Je ne suis pas tellement favorable à cette formule parce que dès qu'il y en a 4, souvent, vulgairement, c'est le bordel. Mais enfin, on va essayer de faire ça à 3 ou 4 parce qu'ils ont vraiment une expérience complémentaire en ce qui concerne la société japonaise. Il y a beaucoup de thèmes à aborder. Donc je pense qu'on fera une émission exceptionnellement de longue durée, c'est-à-dire de plus de 2h30, avec des coupures, je ne sais pas si on peut appeler ça des coupures pub, mais avec des extraits vidéo et d'autres choses. Enfin, on vous réserve des petites surprises, en l'occurrence, à ce moment-là. Voilà. Alors je vous souhaite une bonne continuation, et on se revoit, je pense, le mois prochain. À bientôt!